Le général commençait à satisfaire son appétit, il fit connaissance avec les enfants, qu'il prit fort en gré, et avec lesquels il sortit après le déjeuner. Jacques le mena voir Torchonnet chez le curé. Mais Torchonnet avait subi un changement qui ne lui permettait plus de conserver son nom. La servante du curé, très bonne femme, et qui plaignait depuis longtemps le pauvre enfant, l'avait nettoyé, peigné, elle s'était procuré du linge blanc, un pantalon propre, une blouse à ceinture, de gros souliers de campagne. Le curé l'avait baptisé et lui avait donné le nom de Pierre. Toute crainte avait disparu. Et ce fut avec une grande joie qu'il vit arriver Jacques et le général. Ce dernier apprit, en questionnant Torchonnet, combien Jacques avait été bon pour lui, et la part que lui et Moutier avaient prise à sa délivrance. Le général écoutait, questionnait, caressait Jacques, serrait les mains du curé. Le général. Monsieur le curé, je ne connais pas un homme qui eût fait ce que vous faites pour ce garçon, et pas un qui eût donné à Jacques l'instruction et l'éducation que vous lui avez donnée. Vous êtes un bon, un estimable curé, je me plais à le reconnaître. Le curé, j'ai été si bien secondé par Madame Blido et son excellente sœur, que je ne pouvais faire autrement que de réussir. Le général. À propos de la petite sœur, je la marie. Le curé. Vous la mariez? Elle fit. Pas possible. Le général. Et pourtant, c'est comme ça. C'est moi qui dote le marié, ce nigaud ne voulait pas, parce qu'elle a quelque chose et qu'il n'a rien. J'ai trouvé la chose si bête, que je me suis fâché, et que je lui ai donné 20 000 francs pour en finir. C'est lui maintenant qui est le plus riche des deux. Bonne farce, ça. Le curé, souriant. Mais qui donc quelle fille peut-elle épouser? Elle refusait tous les jeunes gens qui se présentaient, et quand nous la grondions, sa sœur et moi, de se montrer si difficile, elle répondait toujours, je ne l'aime pas, et si j'insistais, je le déteste. Puis elle riait et assurait qu'elle ne se marierait jamais. Le général. Il ne faut jamais croire ce que disent les jeunes filles. Je vous dis, moi, qu'elle épouse Moutier, mon sauveur, le brave des braves, le plus excellent des hommes. Le curé. Moutier. Ah. Le brave garçon. J'en suis bien aise, il me plaît et j'approuve le choix d'Elfie. Le général. Et le mien, s'il vous plaît. Quand nous étions blessés tous deux, moi son prisonnier, et lui mon ami, il me parlait sans cesse d'Elfie et de sa sœur, et me répétait ce que vous lui aviez raconté et ce qu'il avait vu par lui-même des qualités d'Elfie. Je lui ai tant dit, épousez-la donc, mon garçon, épousez-la, puisque vous la trouvez si parfaite, qu'il a fini par accueillir l'idée, seulement il voulait attendre pour se faire un magot. Entre nous c'est pour arranger son affaire que je suis venu au village et que je me suis mis dans le guêpier bournier, tas de gueux. Il m'a sauvé, et il a bien fait, je vous demande un peu comment il aurait pu se faire un magot sans Dourakine. Le curé. Qu'est-ce que c'est que Dourakine? Le général. C'est moi-même qui ai l'honneur de vous parler. Je m'appelle Dourakine, son nom, puisqu'en russe Dourak veut dire sot. Le curé rit de bon cœur avec Dourakine, qui le prenait en gré et qui lui proposa d'aller féliciter les sœurs de l'ange gardien. Le curé accepta. Pendant qu'ils causaient, Jacques et Torchonnet n'avaient pas perdu leur temps non plus. Torchonnet raconta à Jacques qu'il était comme lui sans père ni mère, qu'il avait 8 ans quand la femme qui était morte au village l'avait donné à ce méchant bournier, que cette femme lui avait dit avant de mourir qu'elle n'était pas sa mère, qu'elle l'avait volé tout petit pour se venger des gens qui l'avaient chassé sans lui donner la charité, et que, lorsqu'elle serait guérie, elle y retournerait. Pour le rendre à ses parents, car il la gênait plus qu'il ne lui rapportait, mais qu'il n'en serait pas plus heureux, parce que ses parents étaient pauvres et avaient bien assez d'enfants sans lui. Et qu'elle avait dit plus tard la même chose aux bourniers, et leur avait indiqué la demeure et le nom de ses parents. Jacques engagea Pierre à raconter cela au bon curé, qui pourrait peut-être aller voir les bourniers et savoir d'eux les indications que la mendiante leur avait données sur les parents de Torchonnet. Jacques et Paul demandèrent au curé la permission de rester chez lui avec Torchonnet, ce que le curé leur accorda avec plaisir. Le général et le curé rentrèrent à l'ange gardien. Moutier causait avec Elfie, Madame Blido achevait l'ouvrage de la maison et disait son mot de temps en temps. Le général. Les voilà, monsieur le curé. Quand je vous disais. Le curé alla à Elfie et lui donna sa bénédiction d'une voix émue. Le curé. Soyez heureuse, mon enfant.
votre choix est bon, ce jeune homme est pieux et sage, je l'ai jugé ainsi la première fois qu'il est venu chez moi pour prendre des renseignements sur vous, et surtout dans les quelques jours qu'il a passés chez vous depuis. Moutier, monsieur le curé, je vous remercie de votre bonne opinion, et comme à l'avenir tout doit être en commun entre Elfie et moi, je vous demande de me donner un bout de la bénédiction qu'elle vient de recevoir. Moutier mit un genou en terre et reçut, la tête inclinée, la bénédiction qu'il avait demandée. Avant de se relever, il prit la main d'Elfie et dit d'un accent pénétré, « Je jure devant Dieu et devant vous, monsieur le curé, de faire tous mes efforts pour rendre heureuse et douce la vie de cette chère Elfie, et de ne jamais oublier que c'est à Dieu que nous devons notre bonheur. » Moutier se releva, baisa tendrement la main d'Elfie, Madame Blido pleurait, Elfie sanglotait, le général s'agitait. Le général. Que diantre! Je crois que je vais aussi tirer mon mouchoir. Allez-vous bientôt finir, vous autres? Moi qui amène monsieur le curé pour lui faire voir comme vous êtes tous heureux, et voilà que Moutier nous fait une scène à faire pleurer sa fiancée et sa sœur, moi, j'ai une peine du diable à garder l'œil sec. Monsieur le curé a les yeux rouges, et Moutier lui-même ne doit pas avoir la voix bien assurée. Moutier, mon général, les larmes que je retiens sont des larmes de bonheur, les premières que je verse de ma vie. C'est à vous que je dois cette douce émotion. Vous êtes d'aujourd'hui mon bienfaiteur. Ajouta-t-il en saisissant les deux mains du général et en les serrant avec force dans les siennes. L'agitation du général augmentait. Enfin il sauta au cou de Moutier, serra dans ses bras le curé étonné, manqua le jeter par terre en le lâchant trop brusquement, et marcha à pas redoublés vers la porte de sa chambre, qu'il referma sur lui. Le curé s'assit, Madame Blido se mit près de lui, Elfie s'assit près de sa sœur, et Moutier plaça sa chaise près d'Elfie. La porte du général se rouvrit, il passa la tête et cria, « À quand la noce ?» « Comment, la noce, dit Elfie, est-ce qu'on a eu le temps d'y penser ?» Le général. « Mais moi qui pense à tout, je demande le jour pour commander mon dîner chez Chevet. » Moutier. « Halte là. Mon général, vous prenez trop tôt le pas de charge. Vous oubliez nos os de bagnole et vos blessures. » Le général. « Je n'oublie rien, mon ami, mais il y a temps pour tout, et la noce en avant. » Elfie. « Du tout, général, Joseph a raison, vous devez aller d'abord aux eaux, et lui doit vous y accompagner pour vous soigner. » Moutier. « C'est bien, chère Elfie, vous êtes aussi raisonnable que bonne et courageuse. Nous nous séparerons pour nous réunir ensuite. » Elfie. « Et pour ne plus nous quitter. » Le général. « Ah ça! Mais pour qui me prend? On dispose de moi comme d'un imbécile. Vous ferez ci, vous ferez ça. C'est bien, ma petite, c'est très bien, mon ami. Est-ce que je n'ai pas l'âge de raison? Est-ce qu'à 63 ans on ne sait pas ce qu'on fait, et si je ne veux pas aller à ce bagnole qui m'excède, si je ne veux pas bouger avant la noce? Elfie. Alors, vous resterez ici pour me garder, et Joseph ira tout seul aux eaux. Il faut que mon pauvre Joseph guérisse bien son coup de feu, pour n'avoir pas à me quitter après. Le général. Tiens. Voyez-vous cette petite? Ta, comme sa langue tourne vite dans sa bouche. Il faut donc que je me soumette. Ce que vous dites est vrai, mon enfant, il faut que votre Joseph, puisque Joseph il y a, se rétablisse bien et vite, et nous partons demain. Elfie. Oh. Non, pas demain. J'ai eu à peine le temps de lui dire 2 mots, et ma sœur n'a encore pris aucun arrangement. Et puis. Enfin, je ne veux pas qu'il s'en aille avant. Dieu! Que c'est ennuyeux! Monsieur le curé, quand faut-il le laisser partir? Le général se frottait les mains et riait. Le général. Voilà. La raison s'en va. L'affection reste en possession du champ de bataille. Hurrah pour la noce! Elfie. Mais pas du tout, général. Dieu! Que vous êtes impatientant! Vous prenez tout à l'extrême, avec vos belles idées de noces, puis de départ tout de suite, vous avez brouillé tout dans ma tête, je ne sais plus où nous en étions. Et d'abord, Joseph ne peut pas partir avant d'avoir fait sa déclaration dans l'affaire des Bourniers, et vous aussi, il faut que vous soyez interrogé. N'est-ce pas, monsieur le curé? Joseph ne dit rien, il me laisse toute l'affaire à arranger toute seule.
Moutier souriait et n'était pas malheureux du désir que témoignait Elfie de le garder un peu de temps. Je ne dis rien, dit-il, parce que vous plaidez notre cause bien mieux que je ne pourrais le faire, et que j'ai trop de plaisir à vous entendre si bien parler pour vouloir vous interrompre. Le curé. Ma chère enfant, vous avez raison, il faut attendre leurs interrogatoires, c'est-à-dire quelques jours, et partir dès le lendemain. Madame Blido. Bien jugé, monsieur le curé, j'aurais dit tout comme vous. Je l'avais sur la langue dès le commencement. Elfie. Et pourquoi ne l'as-tu pas dit tout de suite? Madame Blido, riant. Est-ce que tu m'en as laissé le temps? Tu étais si animé que Joseph même n'a pu dire un mot. Le général finit par consentir au voyage aux eaux avant la noce, mais il exigea qu'aussitôt après le retour on fixât le jour pour qu'il pût commander son dîner. Il voulut faire la liste de tous les plats qu'il demanderait, mais personne ne l'écoutait, et il se mit à les raconter, dans un coin, à Jacques et à Paul, qui étaient rentrés depuis un instant, il se léchait les lèvres en l'écoutant et ouvrait de grands yeux. Paul. Qu'est-ce que c'est qu'un baba? Le général. C'est un gâteau excellent, avec des petits raisins noirs excellents et une croûte excellente. Jacques. Ah oui, comme les chaussons aux pommes que fait tante Elfie. Le général. Nigo, va. C'est 100 fois meilleur. Le général continua le détail du dîner. Paul. Qu'est-ce que c'est qu'un nougat? Le général. Un délicieux gâteau fait avec des amandes hachées et du sucre. Paul. Comme les amandes que nous pilons, Jacques et moi, pour faire du lait d'amande? Le général. Ah ça. Mais. Dites donc, maman Blido, vos enfants sont ignorants comme des cruches. L'un me demande si un baba est comme les chaussons aux pommes de tante Elfie, l'autre, si un nougat c'est comme le lait d'amande qu'il pile. Ils ne connaissent rien, mais rien du tout. Le curé. Prenez garde, mon général. Il y a bien des choses qu'ils connaissent et sur lesquelles ils pourraient vous prendre en défaut. Le général. Je vous crois sur parole, monsieur le curé, et je continue mon dîner. Eh bien. Eh bien. Dites donc, petit, je n'ai pas fini. Jacques. Monsieur le général, c'est que, cela n'amuse pas beaucoup Paul, et moi, je n'y comprends pas grand-chose. Et Jacques courut rejoindre Paul, qui s'était sauvé dans le jardin. La journée se passa gaiement pour tout le monde, il vint plusieurs voyageurs demander à dîner ou à se rafraîchir avec du cidre, du pain et du fromage. Lorsque le dernier voyageur fut parti, Jacques s'approcha du général. Comme c'est amusant de voyager, dit Jacques. Le général. Veux-tu que je t'emmène? Jacques. Je voudrais bien si vous pouviez emmener aussi monsieur Moutier, Paul, maman et ma tante. Le général. C'est trop de bonheur et de bagages, mon ami, je n'aurai pas de place pour tout ce monde. À propos de place, où est donc ma voiture? Et ma cassette, mes bijoux, mon or, mon nécessaire de voyage? Jacques. Tiens, c'est vrai. Bournier a emmené la voiture, et on ne l'a pas revue, tout le monde croyait que vous étiez parti dedans. Le général. Le coquin. Moutier, mon ami, nous irons voir ça demain. A-t-on emmené les 3 brigands? Moutier. J'y ai été voir tout à l'heure, mon général, les gendarmes les ont emmenés dans une voiture, et le juge d'instruction doit venir demain matin. Elfie. Déjà. Moutier. Nous reviendrons bientôt, Elfie, ce ne sera pas long. 3 semaines de bain, 2 jours de route pour aller et venir, pas tout à fait un mois en tout. Le général. Oui, oui, je vous reviendrai bientôt, ma chère enfant. C'est gentil à vous de me regretter autant. Elfie sourit et Moutier aussi. Le général prit un air malin. Le général. C'est bien pour moi que vous avez soupiré, Elfie. Pas de réponse? Qui ne dit mot consent. Ce soupir vous vaudra une montre d'or et sa chaîne. Elfie. Mais non, mon général, ce n'est pas juste, je ne veux pas. Vous savez bien. Le général. Je ne sais rien du tout,
est-ce que ce n'est pas pour moi que vous avez soupiré si tristement tout à l'heure? Elle fit. Pas du tout, vous le savez bien. C'est pour Joseph. Le général. Cette franchise mérite une récompense, et vous aurez non seulement une montre et sa chaîne, mais une broche et des boucles d'oreilles. Elle fit. Général, vous êtes trop bon. C'est trop, beaucoup trop. Je ne vaux pas tout cela. Le général. Ma petite, vous parlez comme une étourdie. À votre âge on ne juge pas de la valeur des gens, vous ne savez pas ce que vous valez, c'est moi qui vous le dis. Demandez à Moutier s'il vous donnerait pour une montre d'or. Pas pour tous les trésors de la France, s'écria Moutier en riant. Le général. Vous voyez? Ce n'est pas moi qui le lui ai soufflé. Ah ça, la journée s'avance. Moutier, si nous allions faire un tour du côté de l'auberge, que j'y prenne ma cassette et mes affaires. Moutier. Je suis à vos ordres, mon général. La course n'est pas longue.